Je suis doctorant en troisième année à l'Ifremer de Tahiti. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche multidisciplinaire donc, qui combine un travail de laboratoire, de suivi environnemental et de modélisation pour étudier la sensibilité de l'huître perlière Pinctada margaritifera à son environnement. Alors pour bien placer le contexte, en Polynésie française, la perliculture, c'est le second revenu économique du pays, juste derrière le tourisme. Ça représente environ 70 millions d'euros par an. C'est pratiqué dans 26 atolls et 4 îles. Et ça génère environ 5000 emplois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle de vie de l'huître perlière, il est intimement lié à la perliculture. Donc, pour commencer, il faut des individus adultes, donc qui soient soit issus du stock en élevage, soit du stock sauvage, qui vont se reproduire, donc émettre des gamètes dans la colonne d'eau. Les œufs ainsi fécondés vont former des larves, qui vont grandir et se disperser au gré des courants, jusqu'à ce qu'elles aient atteint un certain stade de maturité, où là, elles vont chercher à se fixer, donc soit sur le support naturel, et alimenter donc le stock naturel, soit sur des collecteurs déployés par les perliculteurs, dont Tony vous a parlé plus tôt dans la matinée, et alimenter donc les besoins de la perliculture. En Polynésie, la grande majorité des animaux donc, nécessaires qui sont utilisés en perliculture proviennent du collectage naturel de naissains. Donc la variabilité dans l'espace et dans le temps peut grandement pénaliser l'industrie. Donc dans le cadre de mon projet, j'ai été chargé d'étudier les facteurs à l'origine de la variabilité du recrutement. Pour ça, on a utilisé une approche par modélisation avec pour finalité l'idée de développer un système de prévision du collectage qui permettrait d'optimiser les pratiques des professionnels et le management des zones exploitées. Alors, dans le cadre de ce projet, on s'est placé sur le site pilote du lagon de Ahé, qui est dans le nord des Tuamotu, en Polynésie française, où pour les besoins du projet, et notamment la validation du modèle, on a enregistré conjointement les paramètres environnementaux, comme la quantité de nourriture ou la température, avec des valeurs biologiques, comme la croissance ou l'effort de reproduction des huîtres perlières. Et on a fait ça à plusieurs stations différentes, qui ont été décrites dans la littérature comme contrastées d'un point de vue environnemental ou par la dynamique de l'hydrodynamisme. Donc la stratégie de modélisation qu'on a utilisée, premièrement, il nous fallait un modèle biologique qui permet de décrire la croissance et la reproduction des huîtres perlières. L'étape suivante, c'est de spatialiser ce modèle biologique qui va donc décrire un individu à l'échelle du lagon, pour produire des cartes à la fois dans l'espace et dans le temps de source et de quantité de larves émises. Ces cartes, elles vont ensuite alimenter un modèle hydrodynamique qui, lui, existe déjà et qu'on va faire tourner conjointement avec le modèle biologique pour décrire la croissance larvaire et la dispersion des larves et ainsi, à la fin, produire des cartes en fait, de potentiel de recrutement à un instant donné. Donc, je vais vous parler ici plus en détail du modèle biologique, puisque c'est ce qui a monopolisé la majeure partie de mon temps ces dernières années. Donc, pour développer un tel modèle, on a choisi d'utiliser la théorie de la dynamique du budget énergétique. Donc, cette théorie, tout simplement en connaissant la température et la quantité de nourriture disponible dans le milieu, elle permet de décrire les flux énergétiques à l'intérieur d'un organisme, et notamment de pouvoir décrire à la fin sa croissance ou son effort de reproduction. Pourquoi ces deux variables forçantes? Il faut imaginer que l'énergie, pour simplifier, pour vous donner une image simplifiée, l'énergie va circuler à l'intérieur des tuyaux et la quantité de nourriture disponible va tout simplement correspondre à la quantité d'énergie qu'il y a à l'intérieur de ce tuyau. Et la température, elle, va définir la vitesse de circulation de cette énergie à l'intérieur des tuyaux. Donc, les étapes pour développer un tel modèle, c'est tout simplement, premièrement, de le calibrer, donc essentiellement à partir de données acquises en laboratoire. Ensuite, il a fallu le valider. Donc là, on a utilisé des données qui n'avaient pas été utilisées dans la calibration et qui proviennent de suivi donc, sur le terrain. Et enfin, on a analysé la sensibilité de notre huître perlière virtuelle à son environnement. Donc, pour la phase de calibration, comme je vous le disais, on a essentiellement utilisé des données issues de la littérature, mais pour être plus précis dans la description de la phase larvaire, on a quand même procédé à un élevage complémentaire, enfin une expérimentation en laboratoire,
où pour 4 conditions alimentaires différentes, on a regardé l'effet de la disponibilité en nourriture sur des taux de développement, de croissance, d'alimentation, de survie et de respiration. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur cette expérimentation, mais un des résultats d'intérêt que j'avais envie de vous présenter ici, c'est l'effet de la concentration en nourriture sur la quantité totale qu'une larve va avoir ingéré au moment où elle va chercher à se fixer. Et en fait, on a une dépendance de la quantité de nourriture disponible à cette ingestion, ce cumul d'algues ingérées. On voit ici que pour les larves les moins nourries, l'énergie totale ingérée au moment de la fixation est beaucoup plus faible que pour les bacs où les larves étaient bien nourries. Et ça va se traduire en fait par des choses physiquement observables, comme au moment de la fixation, en fonction donc, de la concentration en nourriture dans laquelle on a élevé nos larves, on va avoir des tailles différentes ou un âge différent au moment de la fixation. Donc dans le cadre de notre modèle, on ne pourra pas utiliser de tels descripteurs pour définir à quel moment nos larves vont être prêtes à se fixer. On va donc se focaliser sur les besoins énergétiques, et notamment la quantité d'énergie redirigée vers la maturité, pour définir notre indicateur de la fixation. Donc voilà un exemple des résultats qu'on peut obtenir avec notre modèle calibré. Donc, les points représentent des données réellement observées en conditions environnementales connues, et les courbes, les simulations du modèle dans les mêmes conditions environnementales. Donc ici, vous avez la croissance coquillère lors de la phase larvaire à 4 niveaux alimentaires différents. Ici, pendant la phase juvénile, et enfin, 2 exemples de phytes pour la phase adulte. Donc notre modèle maintenant calibré, on a allé le valider directement sur le terrain. Donc on a commencé par notre site pilote de Ahe, dans le nord des Tuamotu. Là, voilà un exemple. Donc les points rouges, c'est de la croissance larvaire. Donc les points rouges représentent des mesures de larves sauvages pêchées tous les 2 jours dans le lagon. Et la courbe bleue représente donc la simulation issue du modèle dans les mêmes conditions environnementales. Donc, on voit que pour la phase larvaire, en tout cas, notre modèle permet de bien décrire la croissance des larves, déjà. On a ensuite regardé si l'effort de reproduction était bien décrit par notre modèle. Donc là, je suis désolé, ça apparaît pas très bien. Mais alors, ici, on a le rapport gonadosomatique, qui est tout simplement le rapport entre le poids de la gonade et le poids de la masse de chair. C'est l'évolution au cours du temps. Et donc, les points bleus sont les observations réelles. Normalement, il y a des trajectoires noires, je ne sais pas si vous les voyez. En fait, ce sont des simulations individuelles initialisées sur notre premier point d'observation. Et en rouge, c'est la valeur moyenne de toutes ces trajectoires individuelles. Et on voit ici que les variations ne suivent pas toujours très précisément les observations, mais en tout cas, le pattern moyen reste respecté. Donc, on peut considérer que notre modèle fonctionne. On est donc, comme notre modèle fonctionne pour le lagon, notre site pilote de Ahe, on est allé regarder s'il était applicable sur l'atoll voisin, donc à Takapoto. Donc à partir de données historiques de la littérature d'évolution de masse de chair au cours du temps. Toujours sur le même principe, donc en bleu, vous avez les observations réelles, en noir les trajectoires individuelles et en rouge la valeur moyenne. Donc là, une fois de plus, sur le lagon d'à côté, on arrive à décrire l'évolution de la masse de chair au cours du temps de nos huîtres. Pour terminer, on est allé regarder si notre modèle fonctionnait à des latitudes bien plus basses. Donc là, on s'est intéressé à un jeu de données, toujours pareil, issu de la littérature, qui avait été collecté donc, dans l'archipel des Gambiers, où là, vous avez un exemple de comment notre modèle peut décrire l'évolution de la croissance coquillère au cours du temps. Toujours pareil, en bleu les observations, et en rouge la valeur moyenne de toutes les simulations individuelles. Donc notre modèle ainsi validé, on est maintenant allé regarder la sensibilité de notre huître perlière virtuelle à son environnement. Alors ici, ce sont des graphes en 3 dimensions. En abscisse, vous avez des valeurs de température, en ordonnée des concentrations en nourriture, et au milieu, donc ici, ça va être des valeurs donc pour une température et une condition alimentaire donnée, de temps de durée de vie larvaire. Ici, un nombre de pontes réalisables en une année pour un individu de 13 cm.
Et ici, le temps qu'un jeune naissain fraîchement collecté va mettre pour atteindre une taille commerciale. Si on zoome maintenant sur ces graphiques, sur les zones qui correspondent aux conditions environnementales qu'on peut réellement observer en Polynésie française, on va pour résultat qu'un individu de 13 cm va être capable de pondre entre 2 à 8 fois par an, qu'une larve ainsi émise va mettre entre 17 et 60 jours en fonction de des conditions environnementales avant de chercher à se fixer, et qu'un jeune naissain va mettre entre 16 et 22 mois avant d'atteindre une taille commerciale. Donc ces simulations-là, elles sont réalisées en conditions environnementales constantes, c'est-à-dire température et conditions alimentaires constantes au cours du temps. Donc pour aller plus loin dans le réalisme descriptif de notre modèle, on allait s'intéresser à l'effet de la variation de température en fonction de la saison sur notre huître. Donc toujours sur le même principe, on a fait varier conjointement les valeurs moyennes, donc horizontales, de température annuelle et l'amplitude de température, donc l'écart entre la température en été et en hiver. Un résultat d'intérêt que j'avais envie de vous présenter de ces simulations, c'est qu'une forte amplitude va diminuer la croissance et l'effort de reproduction, mais que cet effet négatif, il va être nettement moins marqué quand la température annuelle moyenne elle est faible. C'est-à-dire que, par exemple, à 26 degrés, si notre température moyenne annuelle est de 26 degrés, un écart de température de 6 degrés entre l'été et l'hiver n'aura aucun impact sur l'effort de reproduction. Par contre, si la température moyenne annuelle est de 29 degrés, un écart donc une amplitude de 6 degrés va diminuer l'effort de reproduction par 2. Ce qui peut être grandement impacté tout le processus donc du cycle de vie de l'huître perlière en termes de nombre de larves émises, etc., etc. Donc ensuite, on est allé s'intéresser aux variations de notre deuxième variable forçante du modèle biologique, à savoir la nourriture. Toujours sur le même principe, cette fois-ci, on a fait varier conjointement donc l'amplitude des variations en nourriture et la vitesse de variation la vitesse de ces variations. Où là, le résultat que j'ai envie de vous présenter, c'est que la période d'oscillation est ce qui a le plus fort impact sur le cycle de vie de l'huître perlière. Et notamment, donc elle va avoir un faible impact sur la croissance. Par contre, elle va avoir potentiellement un fort impact sur l'effort de reproduction. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que plus notre amplitude, plus nos variations sont lentes, on va avoir en fait de longues périodes d'abondance suivies par de longues périodes de jeûne, au cours de laquelle notre huître va devoir puiser dans ses réserves. Et donc, quand la quantité de nourriture lui permettra à nouveau de subvenir à ses besoins, elle va devoir régénérer ses réserves avant d'investir de l'énergie dans la reproduction. Et le fait de pouvoir quantifier ça, ça ouvre des perspectives à l'échelle lagonaire, puisqu'on peut imaginer par exemple que deux groupes d'huîtres qui sont géographiquement assez distants, on peut imaginer qu'elles pourraient se reproduire de par l'hydrodynamisme environnemental, ne vont finalement pas être capables de se reproduire parce que leur environnement ne permettra pas de pondre au même moment. Donc on va avoir un asynchronisme des pontes. Donc l'étape actuelle sur laquelle je travaille, c'est faire tourner les runs du modèle spatialisé, donc à l'échelle du lagon. Mais au vu de l'étude de sensibilité de notre modèle biologique, donc à l'échelle d'un individu, on peut déjà se demander dans quelle mesure l'influence des variations environnementales qu'on ne pourra pas rentrer comme variable forçante dans notre modèle parce qu'on va avoir un manque de données. C'est très coûteux d'un point de vue monétaire et également d'un point de vue temps de prendre à l'échelle du lagon des données très précises à la fois sur la surface et sur toute la colonne d'eau pour décrire l'environnement très précisément. Donc déjà on peut se demander dans quelle mesure ce manque de données va impacter nos sorties finales, mais également dans quelle mesure toutes les hypothèses qu'on a sur le déterminisme et notamment la synchronisation des pontes, qui est encore aujourd'hui mal connue. On ne connaît pas trop les effets de l'environnement ni des effets propres à l'huître sur les facteurs qui vont déclencher la ponte. Et donc on peut également se demander dans quelle mesure ce déterminisme de la ponte va impacter nos résultats finaux de source et de quantité de larves émises. Pour conclure, je voulais vous présenter l'intérêt de développer un tel modèle dans le monde réel, j'ai envie de dire. Premièrement, ça permet de tester des hypothèses qui potentiellement peuvent aider à optimiser les pratiques d'élevage, comme regarder un peu ce qui se passe dans des fenêtres
difficilement testables de conditions de concentration en nourriture ou de température ou des combinaisons des deux. On peut également imaginer tester des hypothèses environnementales et estimer la réponse que va avoir notre huître perlière face aux changements globaux, donc au moment des perturbations dans la température ou dans la concentration en nourriture, comme c'est déjà bien documenté avec tous les articles qu'on peut trouver sur le réchauffement climatique. Et enfin, on peut imaginer également avec un tel modèle une structure de modèle, de pouvoir optimiser la gestion des atolls exploités. On peut imaginer définir des zones à partir des runs de notre modèle, définir des zones où on va plutôt privilégier des stocks de géniteurs, d'autres qui vont être réservés plutôt à l'élevage et d'autres plutôt au collectage. Et donc ainsi optimiser les pratiques des professionnels. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci Monsieur Sangaré. Oui, merci pour ta présentation. Pour être sûr de bien comprendre, tu as pris un modèle existant, d'AppThéorie, c'est ça? C'est une théorie que j'ai appliquée à l'huître perlière. Oui. Et le modèle huître perlière n'existait pas déjà. C'est moi qui l'ai. Donc c'est une théorie que tu as appliquée à l'huître perlière. Tu as vérifié ensuite que les résultats étaient conformes à ce que tu observais sur le terrain, c'est ça? Voilà. Et ensuite, tu nous parles de spatialisation de ce modèle, de cette théorie donc, ce modèle. Ce modèle, oui. Donc en fait, où se situent tes résultats vraiment? Est-ce que c'est dans... Est-ce que tu cherches à montrer que tu peux utiliser ce modèle étendu, spatialisé, pour mesurer l'influence de l'environnement sur l'huître perlière, ou est-ce que tu travailles vraiment sur le modèle? C'est ça que je n'ai pas bien compris. J'ai travaillé sur le modèle, et notamment sa calibration et sa validation, mais ça c'est ce que je vous avais présenté plus ou moins l'année dernière. Donc c'était déjà un premier résultat en soi, d'être capable de calibrer un modèle basé sur la théorie de la dynamique énergétique pour une espèce. C'était déjà un premier résultat. Ensuite, le modèle en lui-même, le fait qu'il soit capable de décrire sur des observations sur le terrain, c'est également un résultat. Et maintenant, je travaille donc à la spatialisation de ce modèle pour étendre encore le champ d'application et les perspectives de ce modèle. Donc tu fais vraiment un travail sur le modèle, quoi, quand même, globalement, quoi. Voilà, qui maintenant est terminé. Donc maintenant, c'est plus l'application du modèle que j'ai développé les années précédentes. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le modèle, oui, ça m'a... D'accord. Ok. Merci pour ta présentation. De ce que j'ai compris, tu travailles sur un atoll principalement. Donc la question qui me vient à l'esprit, c'est dans quelle mesure le modèle que tu auras construit et qui sera complètement, enfin je l'espère pour toi, complètement opérationnel à la fin de ta thèse, dans quelle mesure il va être reproductible à d'autres atolls ou d'autres îles où il y a des productions perlicoles. Et j'ai un souvenir, alors je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait un de tes prédécesseurs qui nous avait présenté aussi des variabilités génétiques qui étaient relativement importantes, pour autant que je me souvienne. Est-ce que c'est un critère qui est, si tu vas dans une perspective de comparaison ou d'application de ton modèle à d'autres sites, pourrait être pris en compte ou pas du tout? Ouais, alors c'est déjà ce qui en a été fait dans ce que je vous ai présenté. Attends, je vais remonter un petit peu. Là, dans la validation, on a donc appliqué notre modèle à la fois à AE, à Takapoto, donc à Takapoto ici, et au Gambier ici. Donc le modèle c'est avec les mêmes paramètres d'entrée que... Alors pas tous, on a fait juste varier un paramètre, mais c'est le paramètre de demi-saturation. En fait, c'est une sorte de boîte noire du modèle qui permet de décrire à la fois la quantité, la qualité de la nourriture et l'appétence de notre animal pour la nourriture.
Comme dans la littérature, les paramètres environnementaux ne sont pas toujours identiques, c'est-à-dire qu'à Harry, on a défini la nourriture comme par le proxy de la chlorophylle A totale. Par contre, à Takapoto, la quantité de nourriture était définie par la matière organique particulière totale. Donc, pour pouvoir obtenir des meilleurs résultats, on a fait varier ce coefficient de demi-saturation. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une courbe de Holling type 2. On va voir le point d'inflexion de la tangente sur notre courbe. Je vous ai... Pardon, il y a un paramètre qui correspond à qui traduit en fait la capacité de l'animal à se nourrir dans son milieu, et c'est celui-ci qu'on va faire varier en partant du principe que les compositions, enfin que la nourriture présente dans un lagon va être différente du lagon voisin. Mais par contre, quand on s'intéresse uniquement à la chlorophylle A comme proxy pour la nourriture, là le modèle fonctionne sans changer aucun paramètre. Donc c'est déjà un modèle qui est applicable quasiment partout en Polynésie. Mais en tout cas, dans le nord des Tuamotu et au Gambier, pour l'huître perlière, malgré des différences génétiques, le modèle arrive quand même à reproduire les patterns. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, Nathanaël, bonjour. J'ai une petite question, c'est par rapport à ton modèle. Est-ce qu'il va être possible dans le futur, s'il fonctionne bien, en fait, de l'utiliser en fait, pour estimer les densités, par exemple, de géniteurs nécessaires pour que le collectage se pérennise, par exemple sur des atolls impactés où il faudrait faire éventuellement du réensemencement? C'est un peu lié au zonage aussi. Hein. Donc, est-ce que ce modèle pourrait nous aider justement à voir les densités qu'il faudrait éventuellement réensemencer en acres, en géniteurs, etc., pour qu'il y ait un effet au niveau du recrutement, au niveau du collectage naturel, quoi. Ça peut tout à fait être envisageable, oui. Après, il y a encore beaucoup d'incertitudes à l'échelle du modèle, que ce soit, comme j'en parlais, le déterminisme de la reproduction, ou alors la mortalité des larves, ou le succès de fécondation en laboratoire. C'est facile à mesurer, mais en lagon, c'est assez complexe. Et tout ça, il faudrait faire une analyse de sensibilité pour voir dans quelle mesure on peut faire confiance à notre modèle pour tester ce genre de choses, mais c'est tout à fait imaginable. Ouais. Ok, merci. Il me reste encore 3 minutes, du coup je vais me prendre une question pour moi. Si on devait faire une culture hors sol, hein, en aquaculture de Pintada margaritivera, quelles sont les températures et puis les paramètres là, optimum qu'on aurait à utiliser? Optimal? Optimaux, pardon, optimaux. Les paramètres, merci. Les paramètres voilà, les plus adéquats pour avoir une bonne croissance, un bon développement de la bébête dans un bassin. Qu'est-ce que vous me conseillerez comme paramètres? Alors, pour être très précis sur cet optimum, il faudrait faire des expérimentations complémentaires avec des intervalles un peu plus rapprochés. Mais pour le moment, déjà, avec ce qu'on trouve dans la littérature, on a des écarts de 4 degrés entre les différentes conditions testées. L'optimum, on trouve un optimum pour les adultes vers 29 degrés. Enfin, c'est relativement élevé quand même, 29 degrés, je trouve. Je pensais plus bas, moi je pensais 24, 26 degrés. Non, merci pour la réponse.